Salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magnum Magister pour la grosse vidéo de la semaine en direct de la bibliothèque, comme d'habitude. Et donc oui, cette semaine, je m'attaque à un autre gros morceau de notre thématique sur le cycle des jeux du monde des ténèbres avec A Werewolf the Apocalypse. Voilà. Donc oui, j'ai déjà traité toutes les gammes mages et vampires dans des précédentes vidéos et je vous invite d'ailleurs à aller les voir si vous voulez aussi avoir un panorama quasi complet de toute la gamme et un petit peu mon avis sur ces jeux que j'ai beaucoup pratiqués et que je pratique d'ailleurs toujours beaucoup. Pour ce qui est de mage, en tout cas, j'ai encore une campagne en cours. Pour vampire, bon, de toute façon, c'est comme, voilà, c'est comme je dis souvent, c'est comme, on va dire, la chienlit, ça revient toujours. C'est à peu près ça. Pareil, le werewolf, j'ai fait une campagne il y a encore pas si longtemps que ça et elle est pour l'instant en stand-by, et j'espère la reprendre un de ces jours avec une équipe remaniée un petit peu comme d'habitude, puisque on est obligé un petit peu de s'adapter aux aléas et aux nécessités, on va dire, du temps des joueurs et de leurs emplois du temps. Alors, Werewolf, c'est un jeu qui est, on va dire, assez particulier dans mon cœur et dans mon esprit, dans la mesure où c'est le premier jeu du monde des ténèbres que j'ai acheté et que j'ai maîtrisé en VO, parce qu'à l'époque il n'était pas sorti. Donc ça doit dater donc de sa date de sortie, c'est-à-dire 92 ou 93, du moins je le, je le date à peu près à cette période-là. Et c'est vraiment un jeu qui, moi, déjà c'est le premier jeu que j'ai lu en anglais de toute mon existence, ce livre-là. Donc voilà, que pour vous dire que quand même j'y tiens beaucoup, il est extrêmement fragile, faites très attention d'ailleurs si vous possédez cette version, puisque voilà, la couverture est voilà, griffée d'une certaine manière, et il y a beaucoup, on va dire, de gens, on va dire, pas très soigneux qui vont voir, on va dire, leur livre leur tomber entre les mains, enfin en tout cas la couverture leur tomber entre les mains et être très facilement abîmé si on n'y prend pas garde. C'est là le problème quand on fait des incisions comme ça dans les couvertures. Hein. Il y a le même problème par exemple avec un supplément Néphilim les Arthuriades, où pareil c'est extrêmement dur de trouver un exemplaire de seconde main qui n'est pas abîmé à cause justement des incises, on va dire, dans la couverture. Alors Werewolf, qu'est-ce que ça vous propose? Dans la même thématique que les jeux du monde des ténèbres, on vous propose de jouer un être surnaturel issu de nos légendes et folklore, on va dire, occidentaux classiques, qui est ici, on va dire, la figure du loup-garou, mais sous un visage complètement nouveau, puisque il ne s'agit pas d'une malédiction, il s'agit vraiment d'un don, d'un don qui leur a été offert justement par l'entité, on va dire, qui représente la nature et qui les défend, dont ils sont les gardiens, autoproclamés et gardiens de fait, c'est-à-dire Gaïa. Gaïa, c'est la Terre, c'est la nature, et ils doivent, leur mission, on va dire, depuis la nuit des temps, est de veiller sur elle et de faire en sorte qu'elle ne soit pas détruite par, justement, de vils humains, par exemple. On a vraiment une optique complètement nouvelle par rapport au rôle et à l'impact des loups-garous justement sur le monde, puisque c'est pas un être voilà, qui va pulluler, si je puis dire, en mordant l'autre et en faisant de l'autre un loup-garou. Non, c'est vraiment une espèce à part entière qui se reproduit, on va dire, avec les humains, qui n'a pas le droit de se reproduire entre loups-garous, puisque sinon ça forme donc des êtres difformes, ce qu'on appelle des métis dans le système de jeu, mais j'y reviendrai, et qui donc doivent survivre tant bien que mal en essayant, on va dire, de surveiller, si je puis dire, l'apparition, on va dire, génétiquement parlant, de personnes, on va dire, porteurs justement du gène complet qui leur permet d'être un loup-garou à part entière et donc de se transformer. Le seul problème, c'est que, évidemment, il y a un revers quand même à la médaille, c'est que cette transformation, évidemment, est très éprouvante et très, on va dire, impactante psychologiquement, et il faut donc toujours qu'un loup-garou surveille donc ce qu'on appelle un garou ou les ennemis, leurs ennemis les appellent les lupins, hein, évidemment chacun a une dénomination, mais eux, entre eux, ça s'appelle garou. Et donc, ils sont obligés de surveiller leur future descendance qui sera porteuse du gène et qui va donc se transformer à peu près à la période de
de l'adolescence, donc leur première transformation doit être assistée par un loup-garou. Sinon, ils risquent de devenir complètement fous, et c'est d'ailleurs une des thématiques d'un des suppléments qui est excellente d'ailleurs dans la gamme, sur justement ces loups-garous devenus complètement fous, ces jeunes loups-garous devenus fous, parce qu'ils ont subi leur première transformation tout seuls. Voilà. Donc ça, c'est pour, on va dire, dresser la nature même du loup-garou. Donc il est une espèce à part entière, chargée de protéger la, la mère terre, image un peu, on va dire, voilà, de l'esprit en fait de la nature, de l'esprit de la terre. Et ils sont organisés selon un format tribal, donc il y a déjà, donc, comme dans tous les jeux White Wolf, 13 tribus, comme les 13 clans vampires et les 9 traditions de mages, 9, 10, ça dépend comment vous comptez. Si vous comptez uniquement le conseil des traditions ou que vous comptez aussi en plus, on va dire, les excavés, enfin ce qu'on appelle les excavés, c'est-à-dire les Hollow Ones. Et donc, vous devez déjà donc, faire partie d'une tribu, et après va se décliner d'autres structures extrêmement importantes dans la société des loups-garous, donc le sept, qui est donc l'organisation sociale, on va dire le noyau de base, qui se réunit autour des lieux sacrés qu'on appelle donc les cairns, qui sont en fait purement et simplement comme des sortes de nexus de magie, si je puis dire, puisque bon, bah, ceux qu'on appelle les cairns sont reconnus comme étant donc des nodes par les mages, ou des nids de dragons si on parle du point de vue des vampires d'Orient. Et donc c'est des hauts lieux de pouvoir que les garous protègent également, qui sont donc à leur charge, qui sont vraiment les lieux, les endroits les plus sacrés et les plus importants qu'ils doivent avoir en charge et protéger à tout prix. Et autour de cette secte donc s'organisent plusieurs représentants de tribus, et la cellule, on va dire, de base, à l'échelle de base, c'est la meute. C'est-à-dire que au sein de cette secte, il va y avoir donc plusieurs meutes, donc plusieurs organisations de garous qui forment en fait une sorte de petite famille, d'une certaine manière, de famille proche, qui est, on va dire là, enfin c'est pas une vraie famille dans le sens où ils sont pas parents, on va dire par le sang, mais ils sont, on va dire, ils ont une sorte de parenté, on va dire par le devoir, puisque former une meute, c'est reconnaître déjà que chaque garou qui en fait partie est un garou à part entière et a une mission à accomplir. Et donc c'est l'unité de base, tout comme donc la coterie pour les vampires et la cabale pour les mages, qui va permettre en fait d'être la proposition ludique de base pour rassembler un groupe de joueurs. C'est qu'on va former une meute avec des gens de tribus différentes, ce qui parfois, vous allez le voir, n'est pas très très simple justement de faire cela avec les tribus, puisque les tribus sont très très, on va dire, antagonistes et contradictoires, voire même, on va dire, plutôt impossibles à concilier pour la plupart. Voilà, alors, les 13 tribus, justement, donc je prends la deuxième édition en VO pour vous présenter justement les différentes tribus, parce que c'est là où les dessins des tribus sont les plus sympas, de mon point de vue. Non, c'est pas dans la scène-ci. Bon, allez, je vais vous prendre la V20, ce sera encore mieux. M'excusant encore pour mes quintes de tout, mais bon, voilà, la saison n'empêche pas, malheureusement, et ce que l'on connaît, d'attraper froid et d'attraper la crève. Donc, dans l'ordre alphabétique, la première tribu que j'aime énormément, c'est donc les Black Furies, qui sont une tribu donc d'inspiration extrêmement, on va dire, mythologique, mythologique grecque, dans leur manière, on va dire, d'exister, on va dire, et leur histoire. Et c'est une tribu composée uniquement de femmes, donc ce sont les Amazones, on va dire, des garous. Donc une tribu, on va dire, extrêmement revendicative, féministe, très combattante, très engagée, avec évidemment une grande aspiration, si je puis dire, à voir le statut féminin, on va dire, de garou. Il ne faut quand même pas que les connaître. Bon, elles peuvent parfois certaines protéger également les femmes humaines, ça peut arriver, mais c'est surtout en fait leur statut de femelle au sein des tribus garous qui est mis en avant, avec donc, comme je vous dis, ce côté mythologie grecque que moi je trouve très intéressant là-dedans. Bon, par contre, évidemment, les inclure dans un groupe c'est extrêmement compliqué dans la mesure où elles ne supportent pas évidemment les mâles la plupart du temps, et si vous la jouez de la manière la plus, on va dire,
ras du bonnet et radical, ça risque de clasher d'entrée. Hein. Alors après, une tribu que j'aime énormément aussi, puisque c'est le premier personnage que je me suis créé, c'est les Bonowers, les rongeurs d'eau comme on les appelle. Eux, ce sont en fait un peu les clochards, les survivalistes urbains des garous, qui, pour la petite histoire, étaient en fait purement et simplement ceux qui boulottaient les restes à l'ombre, on va dire, des seigneurs garous, et qui étaient un peu en quelque sorte ouais, leur pauvre, on va dire, d'usage pour se donner bonne conscience. Et donc, ils ont, comme les Nosferatu dans Vampire, un statut un peu, on va dire, donc, de survivaliste qu'on n'aime pas trop voir, qui se cache, on va dire, dans les zones urbaines les plus inaccessibles et insalubres. Ils peuvent d'ailleurs survivre justement dans des zones extrêmement polluées, c'est un peu leur leur pouvoir spécifique. Et donc, se targuer en fait donc d'être les meilleurs évidemment espions, agents de renseignement, etc. Et également avec une grande subtilité et surtout une adaptation au milieu urbain qui manque parfois, on va dire, à certains gars. Les Children of Gaia. Alors les Children of Gaia, c'est une tribu dédiée en fait à essayer d'établir la paix justement entre les tribus. Mais la paix, ils la font aussi en faisant la guerre. Ce sont donc des combattants très courageux, très loyaux, très vaillants, voilà, avec plein de vertus, très hautes vertus, qui sont là donc pour être un peu les juges de paix entre les conflits, la plupart du temps, donc des différentes tribus garous, mais qui, on va dire, sont souvent obligés d'aller à la tonce pour faire respecter leurs idéaux. Les Fianna. Les Fianna, c'est une tribu donc d'origine celtique, donc voilà, d'origine surtout irlandaise, mais bon, vous pouvez un peu les étendre, on va dire, dans toute la sphère, on va dire, des îles britanniques, d'une manière ou d'une autre. Donc eux sont très liés, comment dire, aux êtres fées et ont donc des pouvoirs liés évidemment aux êtres fées. Ils peuvent avoir d'ailleurs du sang féerique dans leur gène, dans leur sang, qui leur donne des capacités particulières. Les Gate of Fenris, grande subtilité. Donc tribu elle d'origine plutôt germanique, voilà, donc avec tout ce qu'il y a autour de la vénération germanique et scandinave. Hein. Faut quand même, on étend un petit peu, voilà. Aussi sur les pays scandinaves en fonction des versions de la mythologie, si je puis dire. Et donc eux, c'est des gros bourrins quelque peu décérébrés. Donc on accuse, on va dire, purement et simplement de totalitarisme, de fascisme pour certains. D'ailleurs, leur symbole n'est pas sans rappeler, et c'est volontaire. Voilà, si vous voyez leur symbole, vous voyez bien qu'on se situe, où on se situe en termes d'idéologie. Voilà, donc c'est vraiment pas fin, mais bon voilà, ils sont très forts. Ils ont des pouvoirs qui sont basés évidemment sur la mythologie justement nordique, et ça reste, on va dire, très puissant, mais pas subtil pour de base. Les Glasswalkers, donc les qu'on appelle arpenteurs silencieux, ou ceux qui. Arpenteurs, pardon, marcheurs sur verre, enfin ça dépend comment les. Oui, arpenteurs silencieux, c'est les autres. C'est une autre tribu, pardon. J'ai fait comment dire, un lapsus. Donc, les marcheurs sur verre, si on le traduit de cette manière, Glasswalkers, sont donc une des tribus, on va dire, de l'autre tribu de garou, à part les rongeurs d'eau qui font partie du milieu, qui ont réussi à s'adapter au milieu urbain, et qui, eux, l'ont utilisé, en fait, cette faculté d'adaptation pour être au fait des avancées technologiques. Ce sont donc souvent des gens très versés, justement, dans les technologies de pointe, en particulier l'informatique, et qui sont capables, donc, évidemment, de mener la guerre contre leur ennemi. Donc je leur reparlerai d'ailleurs après avoir décrit les tribus de l'ennemi, hein. Je n'ai pas oublié. Parce que le background est quand même assez cossu, hein, c'est assez dense, hein, comme pour les autres jeux du monde des ténèbres. Mais on retrouve évidemment les mêmes enjeux. Hein. Donc voilà, eux sont là pour vraiment combattre leurs ennemis grâce aux faits technologiques et grâce à leur adaptation quasi parfaite à la société moderne. Les Red Talons, alors voilà, les Gate of Fenris et ça subtil, là on descend au niveau 0, voire même dans les négatifs. Une tribu
composé uniquement de loups, c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai oublié de dire que le personnage peut être à la base soit humain, donc de parents humains, et donc sera humain, soit être issu de parents loups, et donc dans ce cas-là ce sera un lupus, et donc sa forme d'origine sera un loup, et soit sinon un métis, donc issu du croisement, si je puis dire, du croisement, voilà, d'une union, on va dire, interdite entre deux garous, et donc dans ce cas-là, il fera un métis, mais sera, on va dire, affligé d'un désagrément physique, mental, etc. Du fait de la malédiction qui est autour de cette interdiction pour deux garous d'avoir ils n'ont pas le droit, donc, en fait, d'avoir d'enfants ensemble, de descendance ensemble. Et donc, Sirat Talon, eux, sont uniquement des loups d'origine, donc ils sont nés loups. Donc évidemment, quand on est loup, on est quelque peu inadapté complètement à la société humaine, ce qui à la limite ne les gêne pas. Eux vivent donc préférentiellement dans la forêt et sont, on va dire, des intégristes finis qui veulent purement et simplement voir l'humanité disparaître sous leurs griffes et leurs crocs. Il faut quand même être clair là-dessus. Donc pareil, c'est pas subtil, mais c'est fait pour ça. Les Shadowlords, l'une des deux tribus, on va dire, qui est un peu dans les sphères du pouvoir et de la politique. Donc eux, c'est une tribu originaire d'Europe centrale, avec un côté, on va dire, assez ouais, seigneur médiéval, on va dire, assez totalitaire, assez dictatorial, donc justement d'Europe centrale. Voilà. Eux manipulent évidemment, voilà, les gens dans l'ombre, sont des éminences grises, des gens qui aiment le pouvoir et qui font en sorte de l'exercer en étant, on va dire, dans les hautes sphères, mais derrière le trône. Et c'est vraiment une excellente tribu aussi, hein. C'est une tribu que j'aime beaucoup. Les Silent Striders, donc les fameux arpenteurs silencieux, eux sont une tribu donc, de garous d'origine égyptienne, avec donc toute cette mythologie égyptienne qui est donc liée à leur historique, qui est vraiment très intéressante, et sont des nomades en fait. Ce sont des nomades qui peuvent faire, on va dire, le lien en fait entre les différentes tribus, qui sont tout le temps en train de voyager et en train d'essayer de découvrir des choses. Il y a l'une de leurs factions par exemple qui est ce qu'on appelle les Wayfarers, qui sont là, on va dire, pour servir de messagers justement entre les tribus, mais aussi pour recouvrer des anciennes reliques. Bref, c'est une tribu qui est très intéressante aussi et qui est assez riche, on va dire, en possibilités de développement. Les Silverfangs, alors là on n'est pas dans la subtilité non plus, là c'est la tribu, on va dire, des sangs bleus. C'est les rois des garous, donc eux ils se sont érigés en tant que, c'est nous qui commanderons, fermez-la, c'est à peu près ça. Et donc, ils font prévaloir leur statut au-dessus de tous et de toutes pour donc justement mener la politique générale, si je puis dire, des garous. Voilà, en s'érigeant ouais, voilà, en tant que seigneur, en tant que roi des garous. C'est pas subtil non plus, mais bon. Voilà, avec des pouvoirs tournant évidemment autour de l'argent qui, évidemment, vous l'auriez deviné, est particulièrement néfaste envers les garous. Alors, les Stargazers. Donc, alors, il y a plusieurs traductions, mais elles sont vraiment pas belles du tout. Donc, on va dire ceux qui contemplent les étoiles. Hein, c'est poétique. Donc, c'est une tribu, on va dire, plutôt, on va dire, d'inspiration en termes de BG et géographique, en termes d'implantation géographique plutôt orientale, où donc on va avoir des garous portés, on va dire, sur la contemplation, sur la méditation, sur évidemment les arts martiaux, et donc en particulier, ils ont un art martial qu'on appelle le Kailindo, qui est cheaté de chez cheaté dans le système de jeu, hein, je préfère vous le dire. D'ailleurs, si quelqu'un joue à Stargazer, il y a techniquement que eux qui sont censés y avoir accès, et c'est beaucoup, je trouve. C'est complètement n'importe quoi. C'est vraiment des techniques de combat qui, en termes de jeu, donnent un très très gros impact et un très très gros avantage. Voilà, au moins c'est dit, vous le savez. Et donc après, on a les deux dernières tribus qui sont des tribus amérindiennes. Donc on a déjà les Zuktena, qui est une tribu amérindienne, donc portée, elle, sur tout le folklore amérindien spirituel et la magie. Voilà, qui donc sont des gens qui vont... tous les garous peuvent le faire, hein, d'ailleurs je vais y revenir, puisqu'il y a donc une grande dimension spirituelle dans le loup-garou
que je vais aborder là dans un instant, en vous expliquant justement quel est l'ennemi, on va dire, juré du loup-garou, parce que ce n'est pas que l'humain qui pollue, on va dire, la planète, c'est un concept plus qui est leur ennemi. Et donc les Wendigo, eux, c'est plutôt, on va dire, la tribu des gros bourrins amérindiens qui sont là, on va dire, pour défendre leur lopin de terre qui leur a été volé par les vilains loups-garous blancs européens. Voilà. Alors, une fois qu'on a décrit tout ça et les différentes tribus, donc les archétypes auxquels vous allez pouvoir être soumis, enfin en tout cas vous allez pouvoir jouer, il faut donc se dire que, donc, en effet, le loup-garou, ils sont organisés en tribus, ils défendent les cairns, donc le lieu sacré, certes, ils doivent défendre Gaïa, mais ils doivent défendre Gaïa contre quoi? Donc oui, je vous ai dit, leur ennemi, d'une certaine manière, c'est l'humain qui risque, on va dire, de polluer la planète, mais voilà, cet humain, il ne vient pas, on va dire, de n'importe où, il est soumis, on va dire, si je puis dire, à une forme de corruption, corruption, on va dire, conceptuelle, corruption, on va dire, spirituelle, qui est liée, on va dire, à une cosmologie que j'avais décrite d'ailleurs dans Mage, qui est donc cette fameuse triade qui est composée donc justement du chaos, le wild, le tisserand, le weather, et le wyrm, le ver. Donc, vous avez dit, à partir de cette structure cosmologique primaire, le wild, le chaos, c'est on va dire la création, on va dire brute, l'énergie de la créatrice brute. Le tisserand, lui, va mettre en forme cette création, et le ver, lui, va être l'équilibre, justement, pour compenser, on va dire, le déséquilibre, on va dire, entre, justement, qui pourrait arriver entre le chaos et le tisserand. Et donc, évidemment, les garous vont être assez proches plutôt, on va dire, de l'idéologie donc du chaos, du wild. Donc par exemple, la tribu des Red Talons vénèrent justement le chaos, la force d'énergie créatrice. Ils vont plutôt détester le tisserand, qui va représenter en fait la cristallisation justement du monde urbain et le monde qui se fige, qui empêche à la nature, on va dire, de proliférer. Et ils vont détester évidemment leur ennemi juré qui est le ver, c'est-à-dire donc l'incarnation donc de cet esprit qui normalement est l'entropie, hein, qui est là pour équilibrer, qui était une force d'équilibre, mais qui donc a été purement et simplement corrompu à cause justement, on va dire, dit-on dans la cosmologie des garous, des excès du tisserand qui a emprisonné le ver et l'a rendu complètement fou. Et le ver qui est devenu complètement fou est devenu une force de corruption, une force on va dire, d'entropie, mais dans le mauvais sens du terme, une force, excusez-moi, qui va être là en fait pour pourrir purement et simplement, au sens littéral et spirituel du terme, Gaïa et les esprits. Savoir que Gaïa est le premier de tous les esprits, mais qu'après il y a une hiérarchie spirituelle, donc il y a des esprits célestes, voilà, il y a toute une hiérarchie qui est assez bien décrite et développée, jusqu'aux esprits de base, que les garous, eux, peuvent côtoyer et qu'ils côtoient au jour le jour. Ils peuvent communiquer avec eux, ils peuvent leur demander des services. C'est par leur intermédiaire qu'ils vont apprendre leur pouvoir, qu'on appelle donc les dons, les gifts. Voilà, ça c'est déjà, comment dire, quelque chose d'important. Et tous leurs rites vont fonctionner autour évidemment de ce lien avec les esprits et le monde spirituel. À savoir que les garous sont des créatures duelles. Ils existent donc dans le monde physique, mais ils existent aussi dans le monde surnaturel spirituel, qu'on appelle l'Umbra, qui est vraiment une dimension miroir pour, on va dire, sa structure la plus proche, sa couche la plus proche de celle du monde physique, où donc ils peuvent évidemment voir plus clairement du côté spirituel tout ce qui peut se tramer. Donc c'est vraiment une dimension extrêmement importante dans le jeu, puisque c'est elle qui va permettre parfois de découvrir ce qui se trame derrière, on va dire, des intrigues qui ont l'air assez communes, assez banales. Donc c'est des ressorts scénaristiques extrêmement intéressants. Mais c'est aussi, on va dire, tout un cadre qui permet de jouer en fait. Hein. Donc les garous vont pouvoir passer dans le monde des esprits. Donc généralement, pour ce faire, ils utilisent une surface réfléchissante ou un don qui leur permet de passer dans le monde des esprits. Et ils vont pouvoir y vivre et y mourir, hein, dans le monde des esprits. Si ils y sont blessés, ils sont réellement blessés. Ils intègrent d'ailleurs le monde des esprits avec leur corps, c'est pas seulement leur esprit, hein, qui intègre cette dimension, c'est aussi leur corps.
Et ils peuvent, en plus, à travers le monde des esprits, prendre des raccourcis, prendre ce qu'on appelle donc des ponts de lune pour voyager, on va dire, entre les lieux sacrés, et donc voyager à travers le monde sans avoir besoin de prendre l'avion, ce qui est plutôt pratique parce que voilà, un garou qui prend l'avion, c'est pas terrible pour l'empreinte carbone sur la planète. Faut quand même s'en souvenir de ça. Donc voilà, on a toute une dimension évidemment spirituelle qui est assez, on va dire, qui est extrêmement originale, intéressante, qu'il faut intégrer obligatoirement, on va dire, quand on joue à Garou. Jouer sans la dimension spirituelle, c'est possible, mais c'est extrêmement compliqué de passer en dessous, déjà par les possibilités scénaristiques que ça peut offrir. Et donc, d'autre part, cette dimension spirituelle, elle a un réel impact, on va dire, sur l'univers, sur le monde, et elle représente en fait la quête du garou, parce que voilà, le monde spirituel c'est l'endroit par lequel ils vont voir justement toutes les corruptions, le dénaturement, si je puis dire, justement du milieu, du milieu ils vont le voir, on va dire, justement, l'empreinte spirituelle corrompue, ils vont pouvoir la voir, la voir évoluer et la voir on va dire, voilà, oh mince, évoluer, on va dire, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire, voilà, j'ai cherché le mot décrépitude, enfin, le fait que, en tout cas, ça devienne de plus en plus insoutenable et, on va dire, proche, on va dire, de ce que eux justement redoutent par-dessus tout, c'est-à-dire c'est l'apocalypse, c'est-à-dire c'est la fin de leur espèce, la fin de leur rôle, de leur rôle de gardien en fait de la planète, à travers justement cette force de corruption qui va finir par les submerger. Voilà, c'est ça que je cherchais, qui va finir par les submerger eux-mêmes, qui va les corrompre eux-mêmes, puisque les garous sont également corruptibles et peuvent passer d'une certaine manière du côté obscur et devenir aussi des forces du verre. Donc ceux qu'on appelle justement les Black Spiral Dancers, les danseurs de la spirale noire, qui sont leurs ennemis jurés en tant que garous. Mais il n'y a pas que, on va dire, ce modèle-là, qui est, on va dire, un garou antagoniste, un garou noir, entre guillemets. Il y a aussi, on va dire, l'ennemi juré du garou, c'est-à-dire Pentex, qui est représenté en fait symboliquement, mais aussi concrètement dans le jeu par on va dire une méga corporation qui concrètement est là pour tout foutre en l'air, tout polluer, tout décrépir, tout corrompre, tout salir, tout voilà. Et donc c'est ces forces-là que les garous vont devoir combattre. C'est également le monde spirituel qui vont devoir préserver de cette corruption, puisqu'il y a des esprits corrompus évidemment aussi qui sont là pour les tenter et pour essayer donc de mettre à mal le monde physique, ou qui, on va dire, si le monde physique est corrompu, il va y avoir un effet miroir et une répercussion dans le monde spirituel, et le monde spirituel lui-même va être corrompu. Donc voilà, on a toutes ces idées-là, ces thématiques-là qui sont dans Loup-Garou et qui en font, on va dire, un jeu plus complexe qu'il y paraît de le jouer correctement, et qui peut, on va dire, peut-être justement rebuter pas mal de monde à ce niveau, car il est pas simple, faut quand même le reconnaître. Autant la mage n'est pas simple, on va dire, dans ses concepts, autant la loup-garou n'est pas simple, et on va dire dans la richesse et dans cette dualité donc réel spirituel, donc monde physique, monde spirituel, qui est à gérer, on va dire, dans un seul personnage. Voilà. De plus, alors, il faut voir quand même que le loup-garou est quand même un être extrêmement puissant également physiquement. Même le Pierre Sécron de l'univers, il suffit qu'il change, puisque le loup-garou a plusieurs formes. Donc il a donc la possibilité de prendre la forme humaine. Et donc il a d'autres formes. Je vais vous montrer sur la feuille de personnage. Voilà, donc il a d'autres formes. À part la forme humaine, il a donc la forme glabro, qui est un gros humain poilu. La forme crino, qui est un mi-garou, mi-humain, c'est la forme de combat en fait, purement et simplement du garou, qui est la plus puissante en termes d'efficacité. Le Hispo, qui est le gros loup, on va dire, qui lui aussi est plutôt pas mal. Et le Lupus, qui est purement la forme du loup classique. Voilà. Donc il a ces 5 formes à sa disposition en fonction des besoins, avec chacune leur qualité, leur faiblesse. Donc comme je l'ai dit, le garou est susceptible à l'argent. Il est donc également, comment pourrait-on dire, il a quand même également, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler,
C'est cela, une espérance de vie évidemment supérieure à un humain normal, donc il peut vivre très facilement, sans trop de problèmes, on va dire à peu près en pleine possession de ses moyens jusqu'à 80 ans, et à une espérance de vie qui peut aller jusqu'à 120-140 ans, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et en plus, comme ce sont des êtres spirituels, ils se réincarnent. Voilà, la mort n'est pas une fin en soi pour eux. Ils ont la possibilité de continuer leur combat en se réincarnant, et donc ils croient justement aux vies passées, aux esprits, on va dire aux réincarnations successives, ce qui leur permet, on va dire, de continuer le combat, et ils savent de toute façon que même s'ils meurent, ils pourront continuer à se battre pour Gaïa. Voilà, donc globalement je pense avoir fait le tour, ça me paraît pas trop mal cette histoire. Je pense avoir décrit l'essentiel des enjeux, on va dire, de la gamme, enfin en tout cas de la proposition ludique de Loup-Garou. Bon, après, évidemment, il faut le lire d'une certaine manière pour justement se rendre compte, on va dire, de toute cette dimension à la fois physique et spirituelle qui est vraiment en un seul jeu, qui en fait à la fois toute la richesse mais aussi toute la difficulté. Et donc, avant de commencer à vous présenter la gamme, je peux tout d'abord vous dire que si le jeu vraiment vous intéresse, et je pense que ce serait pas, on va dire, en effet inintéressant d'y jeter un coup d'œil, il y a une version donc actuellement qui est disponible en français, qui est donc justement la W20, donc la traduction de la version Werewolf 20e anniversaire. Donc ça c'est la version collector en anglais de celle-ci qui existe en français à couverture normale chez Arcade Asylum. Ils ont commencé en fait à faire une gamme justement. Donc celle-ci date de 2012, hein. Nous elle a été traduite, je crois qu'elle doit dater de 2018 si mes souvenirs sont bons. 2018-2019, parce que la souscription a mis également du temps, hein, comme Mage à arriver, on va dire, dans nos boutiques et dans nos boîtes aux lettres si on avait été souscripteur. Donc en tout cas, vous avez la possibilité d'aborder le jeu à travers les versions 20e anniversaire, comme celle de Vampire ou de Mage, qui vous permettent donc d'avoir une encyclopédie extrêmement complète de tout le jeu pour pouvoir débuter. Mais avec évidemment une partie background qui est complète, mais vachement, on va dire, synthétique, abrégée, mais qui permet malgré tout de jouer très correctement. Si vous ne connaissez pas le jeu, il faudra quand même que vous alliez voir à droite à gauche pour avoir quelques petites précisions, mais globalement vous avez quand même tout. Donc existe justement en français. C'est vrai que j'oublie à chaque fois de le dire, mais comme j'ai la gamme en VO, ça m'arrive assez souvent de passer et de ne pas savoir en fait ce qui est sorti réellement en français. Il y a donc justement ce livre de base, plus un supplément de scénario qu'on appelle donc l'écorcheur, donc en anglais c'est le Scream Dancer. C'est un scénario en fait qui est la suite, je vais vous en parler, d'une campagne en fait qui est un crossover qui avait eu lieu donc entre la gamme Werewolf, Mage et Vampire, dont j'ai parlé, qui est la campagne de Samuel Haight. L'écorcheur en fait c'est la suite en fait de cette intrigue qui se déroule, on va dire 30 ans après, quoi. D'une certaine manière ça fait ça, enfin 30 ans, ouais, 25 ans. J'exagère, pardon. Plus j'ai vu qu'il y avait aussi un livre de recettes que donc là moi je l'ai pas en version physique, je l'ai qu'en version PDF, mais eux ils l'ont traduit et fait paraître sous forme de livre. Donc voilà, le livre de cuisine, qui est en fait un livre de cuisine thématique par tribu. C'est-à-dire que chaque tribu vous propose sa recette de cuisine. Bon, c'est très, très rigolo. C'est un supplément exclusif Ulule, visiblement, mais il est quand même trouvable en boutique, hein. Je crois que je l'ai vu, hein. Voilà, il y a comment dire, les chants du soleil et de la lune. Donc là, c'est un supplément sur des contes, en fait, des histoires, des histoires que les garous se racontent au coin du feu. Je pense que normalement, voilà, c'est autour de cette thématique-là. Un supplément donc dit sur les espèces menacées, donc c'est les autres change-formes dont je vais parler justement quand je vais vous dévoiler la gamme et les suppléments. Rage à travers le monde aussi, visiblement, qui existe, qui présente en fait tous les contextes à travers le monde pour pouvoir jouer, ancrer vos campagnes quelque part dans le monde où vous voulez normalement. Donc il y a plein de lieux qui sont décrits, mais bon, c'est une manière assez synthétique et succincte. Le
le livre de tribu des Hurleurs Blancs, donc c'est disons la 14e tribu, qui normalement est devenue justement celle des Black Spiral Dancers, des danseurs de la spirale noire, quand ils ont été corrompus, mais ils ont encore une existence, on va dire, extrêmement réduite. Pour moi, c'était dans le monde spirituel, mais donc visiblement, là, ils offrent la possibilité quand même d'en jouer certains. Mais bon, c'est vraiment portion congrue. C'est ceux qui n'ont donc pas été corrompus. Et il y a un supplément, évidemment, aussi sur la version donc, de Loup-Garou, version Ouest Sauvage, Wild West. Moi, franchement, c'est pas ma tasse de thé, donc je ne critiquerai pas, si ça vous plaît, vous, l'ambiance western, mais jouer des loups-garous ambiance western, moi, c'est pas vraiment mon truc. Voilà. Alors, la gamme, justement. On est ici donc sur le livre de base, première édition, qui est donc, on va dire, voilà, un livre. Alors celui-ci faisait. Combien c'est ouais, 275-76 pages. Alors il y avait des illustrations crayonnées qui étaient à l'intérieur. Donc voilà, moi c'est une vraie Madeleine de Proust. Hein. Ça c'est la feuille, comment dire, qui avait de règles supplémentaires qui étaient avec l'écran en première édition. Que j'ai retaillé d'ailleurs, hein, parce que comment dire, la feuille avait été abîmée. Donc là, c'est l'écran justement première édition qui est pas fameux. Hein. Les écrans première édition de chez White Wolf étaient vraiment pas beaux. Donc on avait tout à l'intérieur hein, pour créer son loup-garou et commencer. Il y avait à la fin un contexte justement qui était présenté, qui était le set de Central Park. Donc voilà, qui était un set exclusivement dominé, on va dire, par les rongeurs d'eau. Et donc on vous présentait plein de PNJ. Donc il y avait de quoi déjà forger sa chronique à partir de ces quelques petites pages. Il y avait la description également des totems, puisque donc chaque tribu a un totem, on va dire, lié, plusieurs sous-totems. Et donc chaque meute peut se choisir évidemment un totem qui est en fait un historique hein, en termes de règles, qu'ils partagent, qui va leur donner évidemment des bonus. Donc voilà, on avait toute la description des tribus, donc c'était quand même assez roots, hein, on était dans la première mouture. Comme d'habitude, les premières moutures de chez White Wolf étaient évidemment imparfaites, mais il y avait déjà toutes les idées qui étaient dedans, vous voyez, avec les dessins des fétiches. Qui était plutôt pas mal. D'ailleurs, ces dessins, on va les retrouver hein, au fil des éditions, hein, ils vont les garder, tout comme les illustrations de certains esprits, justement, qui vont être des antagonistes des personnages. Voilà, avec donc toute la description des gifts, donc des dons, des rites, puisque les garous ont aussi accès à des rites spirituels pour avoir des pouvoirs particuliers, donc dans le monde spirituel, mais aussi dans le monde physique. Voilà le système de combat, où on avait d'ailleurs un combat en fait qui se déclinait entre deux garous au fil des pages. Et donc ça devenait vraiment très sanglant sur la fin. Il y avait du boyau qui giclait. Voilà. Là, vous voyez par exemple la Black Fury qui utilise ses griffes à distance, ça fait très très mal. Donc elle envoie ses griffes à distance. C'est un gift. Voilà. Et donc qui combat visiblement elle combat visiblement un Silverfang qui est pas piqué des hannetons, donc c'est assez sanglant hein, quand même. Et voilà, ça c'était vraiment la spécificité de la première édition, qui était plutôt sympathique, et qui vous offrait donc déjà toutes les bases pour on va dire, commencer dans le jeu. Après, on avait le supplément quasi indispensable, Rite de Passage, Rite of Passage, le scénario de base, qui est pas extraordinaire, mais bon, on va dire que dans la gamme Werewolf, par rapport à la gamme Vampire, les scénarios globalement sont quand même en moyenne meilleurs que dans la plupart des scénarios des autres gammes. Donc ça c'est le scénario, on va dire de base qu'il fallait avoir joué pour dire qu'on avait joué à Garou. En plus il y avait à la fin des personnages pré-tirés, ce qui était plutôt pas mal pour pouvoir commencer. Donc voilà, on avait par exemple donc un Gate of Fenris pas fin, donc une Shadowlord. Elle c'est la Shadowlord, hein, c'est parce qu'il y a l'illustration et la feuille de personnage derrière.
Il y avait une Children of Gaia, voilà, une hippie particulièrement, on va dire, assez caricaturale. Whisperer, un Ictela, donc un garou amérindien métis, magique, enfin chaman. En fait, je dis qu'ils sont magiciens, mais en fait, c'est de la magie chamanique, hein, évidemment. Et enfin, un Glasswalker. Voilà. Le groupe était assez équilibré, les personnages de base plutôt bien vus, et l'intrigue était plutôt intéressante. Donc on commençait justement avec le setting du livre de base, donc c'était en direct lien avec le set de Central Park et des Bonheur. Et ça permettait donc de se faire un premier avis, et donc sous couvert en fait au niveau de l'intrigue, hein, j'en dirais pas plus, donc de passer, de pratiquer en fait son rite de passage, donc de devenir pleinement des garous rang 1 en termes techniques. Eh ben, on devait démêler une histoire évidemment particulièrement complexe, liée évidemment à nos ennemis de toujours, c'est-à-dire le verre. Valkenborn Foundation, qui fait partie aussi des suppléments que j'ai eu quand j'ai commencé, puisque quand j'ai racheté la gamme, j'ai eu justement le livre de base, l'écran, le rite de passage et Valkenborn Foundation, qui est un recueil de scénarios, mais on va dire c'est une mini-campagne, justement comme je vous le disais, sur les Lost Cards, c'est-à-dire les garous qui ont suivi leur première transformation seuls et qui sont devenus complètement fous à cause de ça, et qui sont donc normalement internés là dans une institution, la Valkenborn Foundation, qui est censée évidemment les aider. Évidemment, les choses ne sont pas ce qu'elles sont, ce qu'on croit qu'elles sont, et ils vont découvrir que, on va dire, la réalité derrière cette fondation qui est censée aider les garous est tout autre que celle que l'on croit, avec donc en particulier la première apparition justement de Samuel Hates et donc de la tribu donc justement des comment ils s'appelaient, c'est les Skin Dancers, qui va donc amener justement au scénario dont je vous ai parlé, qui était donc l'écorcheur, qui est un successeur justement de Samuel Hates et de ces qui on va dire a formé une tribu justement qu'on appelle la tribu des Skin Dancers, des danseurs de la peau d'une certaine manière. Voilà, c'est dur à traduire, mais Skin Dancer, voilà, c'est assez voilà, c'est idiomatique, diront certains qui sont on va dire à cheval sur la traduction. Donc en tout cas c'était sa première apparition, et c'était une bonne première apparition. Donc on voit donc un Kinfolk complètement cinglé qui se met à chasser, comment dire, ses pairs pour récupérer leur peau et pratiquer un rite en fait qui lui permet de devenir un loup-garou. Et c'est son premier acte qui va le conduire après à son ascension vers le groubillisme, puisqu'après donc il va devenir mage, il va tenter de, donc dans la gamme mage de diabler, comment dire, enfin de s'emparer du sang justement d'un très très puissant vampire pour lui-même devenir un vampire extrêmement puissant. Voilà. Bon bref. Enfin, ça c'est raconté dans la suite, de toute façon j'en ai déjà parlé, donc je ne m'étendrai pas plus. Monkey Branch Pentex, un supplément on va dire pour justement se donner en fait des facsimilés, des idées, etc. pour organiser justement la lutte contre cette vilaine société qui est Pentex. Voilà, c'est plus un supplément pour... donc, vous voyez, il y a vraiment des facsimilés de partout, donc des données en fait, hein, des aides de jeu qu'on peut utiliser justement pour créer des scénarios et pour illustrer, si je puis dire, cette lutte que vous allez organiser contre Pentex, sachant que les Monkey Branch, c'est une faction en fait de Glasswalkers qui sont un peu, on va dire, vus comme des éco-terroristes d'une certaine manière, alors qu'en fait non, c'est justement au contraire des défenseurs évidemment, ils sont vus comme des éco-terroristes parce que c'est la couverture médiatique qui les fait ainsi. Mais en fait, donc, c'est des activistes extrêmement engagés dans la lutte justement contre Pentex et toute son organisation tentaculaire, si je puis dire, vouée à la destruction et à la pollution, on va dire, de la planète. Un supplément assez important dans la gamme, Under a Blood Red Moon, qui est donc le scénario crossover, le premier
qui était paru, on va dire, dans la gamme. Donc là, on vous propose purement et simplement de faire vivre à vos personnages l'évolution du background de Chicago. Donc là, il va y avoir donc une guerre entre les garous qui va amener au changement, on va dire, des instances politiques au sein des garous, puisque le prince va être tué justement pendant cette guerre. Et donc on peut jouer le scénario du côté garou, du côté vampire. D'ailleurs, du côté vampire, on peut le jouer aussi du côté du sabbat, ce qui était plutôt intéressant. Avec donc, il y avait dedans des cartes qu'on pouvait utiliser, voilà, pour faire une battle map avec des pions. Donc là, c'est pour faire la fameuse attaque du Succubus Club, pour ceux qui connaissent. Et donc, c'est une campagne qui est vraiment assez intéressante à jouer, hein, parce que voilà, c'est un événement majeur. Comme je vous dis, les scénarios étaient vraiment plutôt intéressants, plutôt pas mal fichus. Et voilà, je vous le conseille, même s'il a un peu vieilli, et qu'il faut évidemment se rapporter à la première version de Chicago, alors que là, aujourd'hui, ce qui nous est disponible, nous, c'est la version de la 5e édition, qui est la résultante en fait de tous ces événements quand même, hein. Ils ont fait dans la suite de la chronologie, ça n'en reste pas moins intéressant. Mais bon, pour ça, il faut que vous possédiez Chicago première édition, Chicago 2e édition et Under a Blood Red Moon. Ou adapté à partir de ce que vous pouvez trouver. Mais c'est facilement trouvable, hein, que ce soit en PDF ou même en version papier. La gamme Werewolf, c'est vrai que j'en ai pas parlé à propos du prix, c'est pas la plus chère. Hein, très sincèrement, c'est pas la plus recherchée, donc pas la plus chère à trouver, à part peut-être les bouquins de base, où ils vont essayer un petit peu de se faire mousser, mais les suppléments, vous pouvez en trouver 10, 12, 15 euros très facilement. Tous ceux que je vous présente là, les suppléments en tout cas, vous les trouverez vraiment pas cher en VO si vous lisez correctement l'anglais. Rage Across New York, donc le premier supplément de contexte local et géographique qui était présenté, qui présentait un ennemi du verre particulièrement original, donc on appelle la 7e génération, qui sont concrètement des saloperies qui torturent les enfants, on va dire, de victimes en font d'ailleurs des gens qui vont eux aussi s'engager, on va dire, dans ce cercle en fait de la violence et de la torture psychologique et physique, hein. C'est assez dur, mais c'est diablement intéressant. C'est vraiment un ennemi subtil que vous pouvez justement présenter à vos personnages pour changer un petit peu. Avec pareil, ils avaient des plans, donc là c'est pour faire combat dans les égouts. Donc on a la description de la plupart des garous importants de New York, avec une carte magnifique des emplacements des tribus, mais aussi de la pollution. Voilà, il y a tout, hein, vraiment, c'est comme s'ils avaient fait une carte de la pollution des sites, on va dire, polluants de l'endroit. À New York, il y en a. Donc voilà, c'est de quoi en fait s'engager. Il a été traduit en français celui-ci, donc il est encore trouvable. Je pense pas trop cher. Et c'est loin d'être le meilleur des settings, mais on va dire il offrait déjà une bonne base pour pouvoir placer sa chronique. C'était le plus simple, puisque c'était en accord avec le livre de base de l'époque. Un que j'aime beaucoup, Rage Across Russia, qui est un peu aussi un crossover avec Vampire. Voilà, surtout parce que dedans il y a la description justement de Baba Yaga et de ses dragons. Donc voilà, là c'est un setting complètement fermé, c'est-à-dire qu'à l'époque il y avait donc ce qu'on appelait le Iron Curtain, donc le rideau de fer justement, qui était un rideau aussi spirituel qui coupait justement la Russie du reste du monde. Et donc c'est un setting qui est extrêmement, on va dire, alors déjà que loup-garou c'est assez pessimiste quand même, parce que la lutte des garous, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on sent quand même qu'ils sont pas à la noce, hein, qu'ils sont en train de perdre. C'est pour ça que ça s'appelle loup-garou l'Apocalypse, hein, c'est parce qu'ils sentent que la fin de leur espèce est pour bientôt, et que donc ils vont mener, on va dire, un dernier baroud d'honneur avant de crever. C'est quand même un peu ça, hein, faut quand même se le dire. Et ben là, on le sent très très bien, quoi, que voilà, c'est les garous au goulag, quoi. Ben, le goulag, c'est tout le pays en fait, où donc ils doivent combattre évidemment les forces du verre sous différentes formes et représentées, on va dire, par leur plus
leur plus éminent, on va dire, éminente image, icône, on va dire, on est en Russie, donc les icônes ici connaissent, qui est justement Baba Yaga, qui est vraiment l'ennemi, on va dire, et les Zmei, c'est-à-dire les dragons, qui sont en fait des incarnations du ver, pour simplifier. Parce que bon, c'est un peu plus complexe que ça, mais bon, voilà. Ça reste quand même un setting très intéressant, pas facile à mettre en œuvre, et c'est surtout c'est très casse-gueule. Enfin, en tout cas, ça sera très très meurtrier pour tous vos PNJ, pour tous vos PJ. Bon, globalement, Loup-garou est quand même un jeu assez meurtrier. Hein. Si vous avez pas, si vous dosez pas, ça peut très très vite partir en purée, hein, parce que les combats sont extrêmement violents. Déjà dans Vampire, ça peut se terminer très vite. Là, c'est pire que tout. Rage Across the Amazon. Donc là, on a un contexte sud-américain, où donc, sur fond, on va dire, de protection de l'Amazonie, qui était très en vogue, on va dire, dans les années 90, moins de nos jours, bizarrement, on sait pas trop, l'écologie a changé de main. Voilà, donc à l'époque, on défendait l'Amazonie, aujourd'hui, on défend plus la voiture électrique, le vélo, ce genre de conneries. Là, au moins, on défendait la forêt, et avec les garous, comme quoi peut-être que les garous, eux aussi, ont changé. Il y avait d'ailleurs des tatouages quand même dans, dans le bouquin, ce qui était plutôt pas mal, des tatouages de tribus. Et donc on avait tout un contexte avec donc un scénario qui était proposé également dedans. Alors comment s'appelait le scénario? J'essaie de revoir le... Voilà, il y avait une description donc, de la ville de Rio, par exemple. Et donc le scénario, comment s'appelle-t-il? C'est Rio by Night justement, le scénario. Tout simplement. Et donc la description évidemment de tous les PNJ, de tous les lieux importants, donc le siège de Pentex, voilà, le ranch Apocalypse, etc. Voilà, donc il y a plein de choses évidemment qui se passent, puisqu'il y a des méchants à œuvre qui sont là pour détruire la forêt, et donc il faut des vaillants garous, et pas que, il y a aussi possibilité d'inclure justement des autres change-formes dans cette lutte, et j'y reviendrai quand je vous présenterai le Player's Guide. Le Player's Guide, où sont décrits justement les autres types de change-formes par les garous. Rage Across Australia, un setting intéressant. Moi, j'ai jamais eu l'occasion d'utiliser, mais donc malgré tout, il n'en reste pas moins différent, original par rapport à ce qu'on a l'habitude, parce que là, on inclut évidemment toute la dimension spirituelle des aborigènes d'Australie. Avec comme d'habitude un même format, une description donc, des garous tribu par tribu, description également de la tribu perdue des Banip. Oui, c'est les Banip. J'ai un doute. Je crois que c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, il y a une tribu perdue qui est oui, c'est ça, la tribu des Banip. Oui, je n'ai pas fait d'erreur. Qui est décrite là-dedans. Donc, à savoir si vous voulez changer un petit peu et proposer à vos joueurs, à un de vos joueurs de jouer cela. Donc description du temps du rêve, etc. Et de tous les ennemis vilains. Donc voilà, vous voyez, par exemple, lui, il n'a pas une tête très catholique. C'est normal, c'est un comment dire un Black Spiral Dancer, donc c'est normal qu'il ait une sale gueule. Voilà. Donc un supplément très intéressant. C'est le seul en plus où était décrit un loup-garou avec de la cybernétique. C'était plutôt sympathique. Si j'arrive à le retrouver, c'est parce que je m'en souviens. Parce qu'il a fait l'objet après, comme Loup-garou a fait l'objet d'un jeu de cartes. Donc évidemment, il avait été décrit en cartes. Donc il y a pas mal de ces PNJ qui avaient été retraduits en cartes. Voilà, Teeth of Titanium, donc le garou qui a été reconstitué avec une partie cybernétique. Je trouvais ça plutôt intéressant. C'était original à défaut d'être, on va dire, bon, c'était inattendu quand même, assez, mais c'est dans l'esprit. Rage Across, il n'y a pas la chienne. Alors celui-là, je ne le connais pas plus que ça, parce que celui-là, je ne l'ai pas utilisé. Mais donc, ça vous permet de faire, lui, un crossover avec Changeling, le jeu donc, sur les êtres faits. Et donc, description donc, de la chaîne des Appalaches, avec les enjeux dans les Appalaches. Il y a une carte, il y a toujours quasiment des bonus cartes qui étaient insérées dans les suppléments, qui étaient plutôt pas mal. Donc là, avec la carte de la région des Appalaches, les enjeux et tout ce qui s'ensuit, donc autour évidemment de la culture, on va dire des montagnes, des Amérindiens,
l'ambiance, on va dire, autour puisque les Appalaches, c'est quand même une région qui est très, très minière. Donc toute cette pollution minière qui est évidemment, on va dire, au cœur d'un peu tous les enjeux, de toute la thématique de la campagne. Donc Raj Across Egypt. Donc là, description évidemment de l'Égypte, hein, comme son nom l'indique, qui était en relation en fait avec le Care by Night. Hein. Ils étaient dans le même cycle en fait de suppléments Year of the Scarab. Il a fait une année spéciale sur la thématique de l'Égypte justement. Et donc là, on a du côté Garou la description donc de toute l'Égypte. Une carte de l'Égypte évidemment à l'intérieur et pas que. Et donc la description d'un contexte évidemment plus propice au Silent Strider, mais pas que, hein, mais bon, qui offre, on va dire, en tout cas un cadre plutôt original. Raja Cross Evans. Donc là, c'est un supplément plus sur la cosmologie des garous, sur, on va dire, il y a également un scénario. Donc là, c'est Year of the Reckoning aussi, c'était l'année des, on va dire, précédant l'Apocalypse, hein, d'une certaine manière. C'est sur la thématique en fait justement de l'apparition de l'étoile, enfin de la Red Star, qui est aussi un des signes qui annonce en fait la fin du monde pour les vampires, donc c'est-à-dire l'AGN. Et donc là, on vous décrit en fait toutes les conséquences en fait de l'apparition de ce signe et les conséquences donc en termes de cosmologie, de prophétie, etc. C'est intéressant, mais c'est si vraiment vous voulez jouer dans cette thématique autour justement de la fin du monde qui approche dans une ambiance vraiment eschatologique proche. Alors après, un supplément que j'aime énormément et que par contre j'ai beaucoup utilisé, c'est Dark Alliance Vancouver, qui est le premier supplément crossover complet en termes régional, si je puis dire, entre garous et vampires. Donc là, on a la description en fait de la ville de Vancouver et également un peu de la Colombie-Britannique, donc l'État du nord, de tout on va dire à l'ouest donc du Canada, qui est vraiment très intéressant, hein, parce que donc c'est une situation unique puisqu'on est dans une sorte donc d'Arc Alliance. On va dire dans un statu quo puisqu'il y a une paix en fait entre les garous et les vampires qui est extrêmement dur et à maintenir et extrêmement, on va dire, contesté, et qui malgré tout, on va dire, perdure, et les joueurs ont joué dans ce contexte. Donc moi, la dernière campagne d'ailleurs que j'ai jouée, la dernière chronique que j'ai jouée de vampires, j'ai joué dans ce contexte-là, du côté des garous, alors que je l'avais joué aussi du côté des vampires. Les vampires, eux, étaient quand même pas très très fins et pas très très malins, et donc c'en était un peu plus mal sortis. Les garous, eux, n'étaient pas non plus très très contents de la situation, mais ils avaient été quand même un peu plus sages, on va dire, et avaient rempli leur fonction par rapport à ce que je leur avais. Ils y sont pas restés très longtemps quand même, hein, puisque c'était un passage temporaire par la ville, un petit peu pour former la meute et puis pour commencer la chronique. Et après, j'ai continué ma chronique à la Nouvelle-Orléans, qui est un setting que j'aime beaucoup et qui peut aussi être joué du côté des garous, même si c'est pas prévu. Dans le supplément, malgré tout, de Nouvelle-Orléans, il y a des éléments pour jouer justement cet aspect. Le supplément ensuite indispensable, alors celui-là je crois il était sorti en français si mes souvenirs sont bons. Umbra, il n'est pas facile à trouver, hein. Et donc vous avez justement dans le supplément, donc sur toute la description du monde spirituel, une carte justement alors il y a une, voilà, ça c'était la première version donc de la présentation cosmologique, voilà, avec les trois forces. Donc on voit bien la triade, hein, le tisserand, le vert et le chaos. La description évidemment aussi des royaumes, les différents royaumes spirituels qui sont ici, c'est les sortes de petites poches qui sont autour. Voilà. Et donc on a la description vraiment de tous ces univers qui sont vraiment des univers thématiques, hein. Donc on a la terre de bataille, les rébus, le flux, l'Arcadia, justement qui est le monde évidemment des êtres faits, le Cyberrealm, le Scar, le Legendary, Atrocity, etc. Donc tout ça c'est évidemment
ça permet de mieux se matérialiser, on va dire, le monde spirituel, sachant qu'il y a eu une carte qui a été refaite par justement Akae Olivier Sanfilippo pour la version M20 de Mage. Une carte qui est beaucoup plus lisible, qui était uniquement disponible pour les souscripteurs, je crois, et qui peut servir également pour Loup-Garou. Tellement, voilà, elle est claire et ça reprend en fait ce schéma-là, mais évidemment en beaucoup plus beau, beaucoup plus développé, vous en doutez. Alors oui, j'ai oublié, là je fais une pause, on va dire, au niveau de la gamme, pour vous présenter également. Alors il y a eu une deuxième édition, évidemment aussi de Vampire, donc la première était, c'est en 92, la deuxième édition, donc j'ai dû l'acheter normalement en 94 si mes souvenirs sont bons. Parce que j'étais en vacances, je me souviens, je l'ai acheté à Toulouse, celle-ci, dans la boutique de jeux de rôle de Toulouse, oui, 94. Voilà. Donc été 94, il était sorti, en tout cas, il venait de sortir il n'y a pas très très longtemps. Donc là, on a affaire à un bouquin un peu plus gros, couverture cartonnée, avec toujours évidemment les griffes. On a une bande dessinée qui commence, on va dire, le livre, qui est d'un style, on va dire... vous pouvez en juger par vous-même, c'est original, mais bon, moi c'est pas trop ma tasse de thé au niveau du style. On a une vision et un bouquin revu et corrigé, avec un système évidemment qui se rapproche beaucoup plus de la deuxième édition de Vampire aussi au niveau de l'esprit du système de jeu. Donc on est dans le même système de jeu que. C'est vrai que je suis pas revenu sur le système de jeu, et comme c'est le même système que le World of Darkness, on a toujours, on va dire, attributs, compétences. On a donc des caracs spécifiques pour les garous. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler pour ce qui est du système, mais bon, c'est tellement l'univers moi qui m'intéressait plus dans cette histoire. Donc attributs compétences comme d'habitude, donc on ajoute les deux pour avoir un pool de D10 et on essaye donc de battre une difficulté. On a des historiques qui nous donnent des capacités particulières, les gifts donc qui à chaque fois vont nous donner un pouvoir, sachant que chaque gift est lié à un niveau, donc ça va du rang 1 au rang 5, donc on commence au rang 1, on augmentera de rang en termes de garou en gagnant des points de renom, donc en gloire, honneur et sagesse. Donc c'est des petites cases à cocher en fonction des actes que l'on va faire dans le scénario qui vont nous donner donc des points plus de gloire, si on fait du combat, des points d'honneur, si on fait des actes honorables, et des points de sagesse, si on fait preuve de sagesse évidemment. Donc tout ça, on va dire, en combattant ses ennemis, en interagissant avec les autres garous, en participant à des rites, etc. Tout ça, c'est, on va dire, il y a un barème, donc qui est un barème en fait indicatif, mais il faut quelque peu l'adapter pour permettre quand même à ces joueurs d'augmenter. Les garous sont donc définis par la rage, évidemment, qui est en quelque sorte la force de leur bête, mais qui ne doit pas être d'une certaine manière un frein. C'est eux, ils en sont fiers de leur rage. C'est une carac extrêmement puissante qui, par point de rage, leur permet d'avoir des actions supplémentaires en combat, concrètement d'éviter la coercition physique et mentale. La gnose, donc évidemment là c'est leur niveau en quelque sorte de spiritualité, leur lien justement avec le monde spirituel. Plus la gnose est puissante, plus évidemment l'utilisation de la plupart de leurs pouvoirs sera puissante. Les points de gnose sont utilisés eux pour justement générer les effets des dons, et ils ont également la volonté. Voilà. Donc on est dans la même chose, sauf que voilà, la gnose est équivalente à peu près donc à l'arrêté pour les mages, c'est à peu près le même concept, sauf qu'eux ne peuvent pas évidemment, les garous, manipuler et modifier la réalité à loisir, mais donc c'est quand même leur lien avec le monde spirituel et leur capacité évidemment à utiliser leur capacité, leur don, leur gift. Voilà. Donc ça c'est pour le système de jeu globalement, mais bon ça reste du connu, c'est du White Wolf. Donc voilà, la deuxième édition, franchement, si c'est, on va dire, si vous pouvez la trouver, je pense pas trop cher, et elle est vraiment complète et bien refondue. Mais bon, vous préférez de toute façon, même si elle est beaucoup plus chère, je crois que la V20, la W20, donc la version Werewolf 20e anniversaire, le bouquin de base, je crois qu'il doit valoir quasiment 60 €, mais bon, c'est une compile énorme, et en un seul bouquin de 60 €, vous avez quand même tout. Mais bon, la seconde édition, en tout cas, c'est à noter, était plutôt pas mal. Alors, l'écran de la deuxième édition, qui lui était mieux quand même que celui de la première. Celui de la première était quand même assez moche. Donc, on a affaire
un écran 4 volets avec une illustration qui était quand même mieux, qui est c'est le même dessinateur que la bande dessinée au début de la deuxième édition. Et on avait, et ça c'était plutôt pas mal, scénario et des battle maps. Donc voilà, on avait des plans, comment dire, d'une zone en travaux. Voilà, là il était en noir et blanc, donc c'était pas très très beau. Ouais, là c'était le reste, comment dire, du pack de feuilles de personnages qui était avec la première édition de l'écran. Et donc on avait, là c'est le supplément, donc le livret qui allait avec l'écran de la deuxième édition, où on avait donc un scénario complet. Donc c'était même 3 scénarios en fait. Donc le premier qui s'appelait Camera Shy, le deuxième Sneak Thief, et le troisième Treasures of the Past. C'est des scénarios, on va dire, assez basiques, hein, assez bourrins quand même, il faut quand même le reconnaître. Hein. Ne nous l'aurons pas, on reste malheureusement Garou. Ils avaient fait un jeu, c'est ça le pire, on va dire, avec Garou, qui était pourtant extrêmement original et subtil, avec toute cette dimension spirituelle, et quand même si, comme je vous disais, la plupart des scénarios étaient d'assez bonne qualité, c'était un peu, on va dire, pourri par justement ce côté un peu outrancier et bourrin. C'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà, donc ça c'était pour la deuxième édition que j'aurais dû vous présenter avant, mais les bouquins étaient un peu dispatchés puisque ça fait quand même une grosse pile. Hein. Et donc la troisième édition, donc là on a une réelle évolution justement dans le BG. Donc là par exemple on n'a plus la possibilité de jouer des Stargazers parce que ils accomplissent une quête spirituelle, donc ils sont techniquement plus jouables. On se rapproche en fait de l'apocalypse. Hein. Le bouquin est très très beau, il est vraiment fini complet, là on est vraiment dans la... Donc pareil c'est une version, si vous pouvez l'acquérir, elle a existé en français, elle est vraiment pas mal du tout en termes de système et de on va dire d'avancée, on va dire du background. Donc voilà, c'est un accomplissement si je puis dire. À chaque fois de toute façon dans les jeux White Wolf, on voit que la première édition c'est on va dire une première épreuve, la deuxième ça se cristallise et la troisième on est vraiment déjà dans quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus on va dire développé et fini. Voilà. Et donc là le produit fini c'est vraiment la troisième édition, sachant que la W20 et la compilation en fait de toute cette évolution justement des 3 éditions. Voilà. Donc celle-ci pareil, en français je pense pas qu'elle soit trouvable facilement et à un bon prix, mais ça reste une édition quand même qui est très intéressante en termes de BG. Voilà, le bouquin était en papier glacé, donc les dessins étaient quand même, je trouve, moins beaux. Vous voyez, il y a aussi le combat qui est dans le chapitre sur le combat justement, il y a aussi donc la reprise de ce conflit, on va dire, en dessin pour nous expliquer les règles de combat. Mais voilà, c'est un autre style de dessin. Voilà, que ce soit aussi pour la présentation des tribus. Donc à vous de voir, mais voilà. Moi je reste quand même sur ma deuxième édition, et sachant que je vous dis la W20 reste un très très bon produit. Il est en français et accessible, on va dire, dans toutes vos bonnes boutiques. La suite de la description du monde spirituel, donc Axis Mundi Book of Spirit. Donc là, c'est le catalogue en fait de tous les esprits classés, on va dire, par tribu, par totem. Donc là, vous pouvez y piocher vraiment très facilement pour, on va dire, jouer les totems de vos personnages joueurs, et également pour y créer, on va dire, assez facilement une intrigue autour, on va dire, de l'histoire de la légende sur un des esprits. Franchement, c'est pas mal. Moi, je sais que, voilà, pour ma dernière chronique, j'ai pioché, on va dire, dans ce bouquin-là pour avoir justement donc j'avais utilisé celui qu'on appelait, c'était le Quaquajet, si mes souvenirs sont bons. C'était un esprit, on va dire, l'esprit comment ça s'appelle, du Carcajou, quoi, du Wolverine, si mes souvenirs sont bons. Du Glouton. Et donc il s'appelle en effet, chez les Amérindiens, je crois qu'il s'appelle Quaquajet justement.
Et donc j'avais fait toute une intrigue, on va dire, autour justement de cet esprit, d'un lieu où on vénérait cet esprit. Et évidemment, ça s'était mal passé. Voilà, ils s'en souviennent encore parce que dire Poquajet, c'est pas évident quand on n'est pas habitué. Voilà. Donc, un supplément pas paru en français et qui pourtant peut être très utile, même si c'est un catalogue d'esprit, ça n'en reste pas moins intéressant. Un supplément indispensable, je pense, que si jamais vous pouvez le trouver, comment dire, en VO, il ne sera pas très cher. Cairns, Places of Power. Description donc de combien de cairns combien il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 cairns, donc un par tribu et en plus un pour les Black Spiral Dancers. C'est vraiment un supplément génial en fait qui décrit les 14 plus gros cairns du monde qui font partie donc, de ce qu'on appelle la roue justement. Un peu la roue, enfin le réseau en fait des cairns mondiaux qui vous sont rassemblés là avec les différentes routes justement de pont de lune qui relient justement tous ces cairns. Moi j'ai utilisé plusieurs de ces cairns ici, celui de San Francisco en particulier que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup placer mes chroniques à San Francisco à cause de Mage et donc à cause de Werewolf aussi. J'ai utilisé également celui de Hong Kong pour un scénario. J'ai utilisé celui des Black Spiral Dancers, qui est vraiment génial. C'est un cairn qui est dans la, qui concrètement, qui est placé en fait dans le système digestif, si je puis dire, enfin purement et simplement même dans les organes internes en fait d'un énorme verre de sable, un peu façon dune. C'est vraiment très très intéressant. C'est génial. Et donc à chaque fois donc on a une typologie vraiment différente de chaque cairn, une description complète. Donc voilà, on a le cairn en Grèce qui lui est donc un cairn de Black Furies qui va être donc plus sur les traditions évidemment grecques, hein, évidemment, vous l'aurez compris. Donc celui de Washington DC qui est un cairn aussi de Bon Knowers, qui est plutôt sympa également. Donc celui de San Francisco, moi j'aime beaucoup, le cairn of Western Eye, de l'œil de l'Ouest. Cairn de Germanie, donc, qui n'est pas subtil pour 2 balles, hein, donc qui est la septe du point sanglant. Celui de Hong Kong, donc la septe du conseil comment dire, des échanges universels, donc tourné autour évidemment du commerce, etc. Des échanges en fait entre les tribus de Garou qui est plutôt intéressant. Le cairn de Red Talon Alaska, donc là c'est pas très très subtil. Le cairn de Shadowlord au Japon qui est beaucoup plus subtil qu'il y paraît. Le cairn de Silent Strider à Casablanca. Voilà, le cairn de Silverfang en Russie qu'on peut mettre en relation avec le supplément Russie justement à Raj Across, parce que c'est la série hein, des Raj Across. Le cairn de Stargazers au Tibet. Voilà, et donc le cairn donc, de Wendigo en Arizona et le cairn de Black Spiral Dancer. Donc voilà, je vous montre, hein, donc on est vraiment le cairn et à l'intérieur, comment dire, de cette grosse bête dégueulasse. C'est génial. Donc un supplément vraiment indispensable pour pouvoir avoir un lieu à offrir à vos joueurs, en tout cas. Les suppléments également particulièrement indispensables pour nourrir ses scénarios avec des ennemis et avoir leur carac. Les Book of the Wyrm, donc il y en a plusieurs éditions, il y en a eu 3 techniquement, il y a eu première version, deuxième version et une version 20e anniversaire que je vais vous présenter après. Donc voilà, moi c'était un supplément qui m'avait vraiment beaucoup botté. Donc en plus il y avait la description dedans donc, du conseil de Pentex, avec donc voilà, des belles têtes de vainqueurs, des belles têtes de blancs, hein, on avait envie de détester, voilà, donc des gens les plus retors qui soient, ils n'ont pas l'air comme ça, mais ils sont vraiment très très dangereux. Il y avait donc d'ailleurs même des vampires hein, parmi eux. Il y avait en particulier voilà, un Malkavien, voilà, Harold Zettler, qui était un Malkavien du sabbat, qui était loin d'être un pote. Donc évidemment, il y a des évolutions avec les éditions, il y a des changements au niveau du conseil, et globalement, on reste sur les mêmes délires, les mêmes fonctions, les mêmes thématiques.
plus la description donc, de plein d'ennemis, en dehors donc de Pentex, qui est vraiment le chapitre, on va dire, je pense, qui est le plus intéressant. La description également donc, du royaume spirituel du Wyrm, donc Malphéas. J'ai fait une fois mes joueurs, ils ont visité Malphéas, et ils s'en souviennent encore, c'était dans ma dernière chronique d'ailleurs, mais ça leur a été plutôt... Ils ont réussi à survivre. Ils étaient préparés aussi. Hein. Donc la description évidemment des Black Pearl Dancers avec leur gift spécifique, leur totem. La description évidemment aussi des humains corrompus par le Wyrm, donc les Fomori, avec leur pouvoir spécifique, etc. Donc on avait tout ça, plus les esprits, les artefacts, donc les fétiches maudits du Wyrm, etc. Enfin, en tout cas, il y a tout. Donc on a la même chose évidemment dans la deuxième édition, quelque peu revu, corrigé, développé, le bouquin un petit peu plus gros, voilà, avec la nouvelle version, on va dire, du board de Pentex qui est redécrite. Si, il y a un supplément spécifique qui vient après. Voilà. Donc là, par exemple, vous voyez, on voit tout de suite l'ambiance hein, à côté de la machine à café chez Pentex. L'ambiance est plutôt sympa. Voilà, donc en tout cas, des suppléments, donc soit la première, moi j'ai plus l'habitude de la première version, la deuxième je l'ai un peu moins utilisée, mais bon elle n'en reste pas moins, on va dire, complète et intéressante pour coller des ennemis dans la tête de vos garous, et donc leur donner vraiment du fil à retordre et des sueurs froides, même si on est un peu dans une ambiance graphique un petit peu différente, hein, puisque l'ambiance, voilà, on a la description donc, du bord de Pentex, là on a les dessins de tous les vilains rassemblés, voilà, même si ça a un petit peu évolué, hein, bah oui évidemment. En plus de cela, donc on a le Subsidiaries A Guide to Pentex, donc là on avait dans le Book of the Wyrm la description de Pentex générale, là on a la description de toutes ces corporations, de toutes les corporations qui lui sont liées. Donc avec toutes celles donc, dans les domaines, donc Hedron International pour on va dire tout ce qui est pétrochimique, pour faire des jolies marées noires un peu partout. King Breweries and Distillery, donc là c'est la subdivision spécialisée dans les alcools et les trucs qui vont évidemment vous rendre complètement cinglés. Avalon Incorporated, je sais plus, donc il y a Black Dog Game Factory, donc là c'est on va dire la subdivision pour donc justement tout ce qui est jeu, et en particulier qui on va dire, fait paraître des jeux qui sont censés corrompre la jeunesse, hein, donc en particulier des jeux qui sont un peu les miroirs des jeux du monde des ténèbres, justement. Avalon, donc c'est pour, je pense, les jouets, surtout des jouets qui font mal, des jouets qui corrompent la jeunesse. Tellus, donc c'est pour le jeu vidéo aussi qui corrompt la jeunesse. Bref, on a une petite... voilà. Black Dog Game Factory. Justement. Voilà, avec les rôlistes complètement cinglés qui sont décrits, qui font des sacrifices humains, qui se font sauter la tête en direct. Enfin bref, voilà. On est vraiment dans l'ambiance, là, on est dans le trash. Hein, et c'était la volonté, on va dire, de la gamme, on va dire, aussi de s'auto-critiquer à travers le jeu. Donc Agadon, là c'est plus pour tout ce qui est médicaments, fitness, voilà, corruption, on va dire, par la volonté, on va dire, d'avoir un corps parfait, etc. Donc en tout cas, on a toutes les thématiques, donc si vous voulez vraiment, c'est un guide plutôt sympathique pour se donner des idées d'ennemis un peu plus subtils, un peu plus, on va dire, structurés qu'il y paraît à donner à vos joueurs. Alors, lui, il est dur à... Voilà, Freak Legion, c'est dur parce que c'est un supplément évidemment avec une couverture. Donc là, c'est un supplément Black Dog Game Factory justement, où on vous propose purement et simplement de faire des PJ faux morts. Alors oui, ça peut paraître assez étrange. En fait, vous l'utiliserez tout simplement comme guide pour faire des PNJ faux morts dignes de ce nom. Tout simplement. Donc on a la description de tout le système de création, de l'histoire des faux morts, de la liste interminable de tous leurs pouvoirs. C'est voilà. Mais il vous proposait, on va dire, de jouer des faux morts. Ça peut être une proposition ludique intéressante parce qu'on peut techniquement jouer une équipe on va dire du Wyrm, hein, avec un Black Spiral Dancer, un faux mort et 2-3 autres bêtises pas très catholiques.
voilà, moi je trouve pas que ce soit forcément, on va dire, la chose intéressante euh, en termes de proposition ludique dans le jeu en tout cas. Mais c'est à vous de voir. Le Player's Guide, donc, qui était très très épais. Donc là, on avait évidemment plein de règles supplémentaires avec donc la description des avantages, désavantages que nous aimons tant, la description également donc des natures et attitudes qui n'étaient pas dans les règles de base. Les avantages et désavantages, donc voilà, compétences secondaires, des gifts supplémentaires, une description plus approfondie des tribus avec ce qu'on appelle les counts, c'est-à-dire les factions à l'intérieur des tribus qui vous permettaient on va dire, de jouer des membres de tribus un peu plus on va dire, originaux, avec des aspirations, des objectifs un petit peu différents par rapport à la tribu de base qui est un peu trop monolithique, hein, enfin, si vous trouviez qu'elle était un peu trop monolithique au niveau de sa manière de faire. La description, ça très intéressant, de l'organisation d'un sept, de tous les rituels garous intéressants, de comment fonctionne un cairn et tout, ça c'était vraiment très intéressant. Description également des totems, des charmes, des fétiches spécifiques. Et on avait également donc la description des autres. Et donc les autres, c'était les fameux change-formes. Car oui, les garous ne sont pas les seuls change-formes dans l'univers de Garou. Il y a d'autres change-formes et il y a eu une guerre justement entre eux et les change-formes pour savoir qui allait être ceux qui allaient être les défenseurs officiels, si je puis dire, de Gaïa. Et donc il existe plein d'autres change-formes différents. Donc il y a les Nuwisha, les Were-Coyotes, donc les coyotes garous, les Gural, les ours garous, les Corax, donc les corbeaux garous, les basses-têtes, donc les chats garous. Il y a également donc les Ratkin, donc les rats garous, les Mokoe, donc les crocodiles garous entre guillemets, qui sont en fait plus proches des dinosaures, en fait des dinosaures garous qu'autre chose, hein, plus que crocodiles garous. Les Wereshark, donc les Rokea, donc les requins garous. Il y a certaines choses qui sont un peu ridicules, il faut quand même le reconnaître. Les Ananassi, donc les araignées garous. Et voilà, donc c'est une proposition. Il vous donne toutes les règles donc, dans le Player's Guide, même celui de la deuxième édition, pour jouer justement ça. Il y a un supplément spécifique dans, on va dire, la 20e édition, donc je vous parlais, c'est Espèces menacées, hein, qui s'appelle en VO, c'est le supplément est là. Ah mince, comment il s'appelle c'est Changing Breeds, voilà, c'est ça. Donc en clair, lignée de change-forme. On aurait pu le traduire comme ça. Donc voilà, il y a toute leur histoire, tout leur lien. Donc évidemment, ils se sont pris une grosse tatane par les garous et donc ils sont plus très nombreux. Il y en a certains en plus qui sont pas très côtoyables, hein, en particulier les araignées garous, c'est pas terrible en termes on va dire de sociabilité. Un peu voilà. Les requins garous sont pas non plus très sociaux, hein, faut quand même le reconnaître. Les alligators garous sont pas non plus super sympas. Ils sont très puissants, hein, par contre, hein, les chats garous par exemple et les ours garous sont vraiment très puissants. Par exemple, les ours garous ont des pouvoirs de guérison qui sont quand même assez énormes. Pour ne citer que. Les coyotes, évidemment, sont des vilains. Des vilains en maraud qui font des coups en douce. C'est des petits. Comment. Ah, je perds mes mots, hein, parfois. C'est terrible, c'est la vieillesse. Sont vraiment des. J'ai le terme en anglais en fait, mais j'arrive pas à le trouver en français, c'est ça le pire. Des margoulins, quoi, des escrocs, des gens qui vous roulent dans la panade, quoi, d'une certaine manière, donc des tricksters, comme on dit en anglais. J'ai le mot en anglais, mais ça n'arrive pas à sortir en français.
Voilà, donc c'était une proposition, on va dire, assez originale, mais bon, à part peut-être un chat-garou que j'ai eu dans ma campagne il y a très longtemps, j'en ai j'ai pas poussé, on va dire, pour que les gens puissent faire ce genre de choses. Il y avait quand même une chose bien dans cette première édition, c'est qu'il y avait le résumé, en fait, avec le système de tous les gifts par rang. C'était plutôt pas mal. Donc ça, c'était pour le Player's Guide qui est très complet, première édition qui a existé donc en français. Donc il y a sa deuxième édition pour qui elle était parue pour justement la deuxième édition. Il y a à peu près le même matériel, revu et corrigé, plus équilibré, présenté de manière un peu moins étouffe chrétien, si je puis dire. On a à peu près, on va dire, la même chose. Voilà, dans la deuxième édition du Player's Guide. On a eu donc aussi un Storyteller Handbook, celui-là donc il est sorti en français, ça je m'en rappelle à peu près. Où donc on avait dedans un truc intéressant, on avait les faiblesses de tribu, qui était on va dire un ajout plutôt intéressant. En termes de background, hein, c'était pas punitif, le but c'était pas de devenir punitif. Il y avait, on va dire, plein de petites choses, des nouvelles gifts, des nouvelles règles évidemment. Il y avait de quoi créer des kinfolk, donc des parentèles garous, donc c'est-à-dire c'est des gens liés aux garous, qui sont dans leur famille, qui ne possèdent pas, qui n'ont pas la capacité de se transformer, donc qui ne sont pas de vrais garous, mais qui ont quand même les gènes des garous, et qui si évidemment il y a des croisements entre guillemets avec un garou, ça c'est permis, peuvent donner lieu à ce qui est que la génétique fasse son œuvre et que justement il y ait des garous qui puissent naître de cette union. Des nouveaux ennemis, des ennemis un peu plus subtils qui sont issus en fait un peu des légendes urbaines, des choses un peu plus, on va dire un petit peu plus subtiles, voilà, et des nouveaux settings qui sont proposés, voilà, c'est une forme un peu plus, voilà, c'est des conseils un peu plus narratifs. Qui sont pas, je pense, inintéressants pour donc le maître du jeu. Voilà, des conseils en fait justement sur l'art du conte et comment justement maîtriser Garou. C'était plutôt bienvenu hein, parce qu'en plus le supplément est arrivé assez tard dans la gamme. Parce que voilà, là on est sur déjà la deuxième édition. Celui-là il est paru en 94. Donc c'est quand même assez heureux qu'un supplément comme ça arrive justement pour donner des conseils pour jouer justement dans un univers qui est pas forcément évident. Mais donc voilà. C'est en tout cas un supplément que j'ai eu à parcourir de temps en temps pour me donner des idées. Alors après, il y avait tous les suppléments sur je vais me faire encore une crampe au poignet. Sur les tribus, donc moi j'ai pas acheté les suppléments tribu par tribu parce que ça faisait beaucoup quand même, ça faisait encore 13 de plus à acheter. Ça devenait vraiment fastidieux à la fin. Donc j'ai acheté les compiles qui sont parus à l'époque, qui rassemblent en fait tous les bouquins des tribus en tomes. Donc on a 3 tribus par tome. Donc le premier tome sur les Black Furies, les Bognowers, les Children of Gaia. Donc c'est des livres de tribus assez classiques hein, pour chacun d'entre eux. On va vous donner du matériel supplémentaire à usage des joueurs, une feuille de personnages spécifiques, l'histoire de votre tribu, et plein d'idées en fait pour voilà, avec à chaque fois quasiment une bande dessinée, ou pas dans tous, hein, mais il y avait une bande dessinée quasiment dans tous pour illustrer on va dire la tribu. Voilà. Et donc c'était plutôt utile on va dire pour la plupart des joueurs, hein. Ils étaient contents quand même d'avoir du matos supplémentaire pour leur personnage. Le volume 2 donc sur les Fianna, les Gate of Fenris, les Glasswalkers. Voilà. Le volume 3, Red Talons, Shadowlords et Silent Strider. Et le volume 4, un peu plus gros, puisque 13, c'est pas facilement divisible par 4. Donc il fallait bien qu'il y en ait un avec 4 livres de tribu rassemblés. Donc Silverfang, Stargazer, Uktena et Wendigo. Voilà. Donc c'est des compiles, comme je vous disais, pas inintéressantes.
pour si vous aimez en fait. En fait, si vous en achetez une, il faut les acheter tous, hein, c'est là le problème. Parce que sinon, il vous manquera toujours quelque chose. Il y aura toujours un qui dira ah, moi j'ai pas mon bouquin de tribu. Bon, j'avoue qu'en termes de jeu, mes joueurs me les ont jamais trop demandé, mais il y a toujours possibilité en fait d'aller piocher des petits trucs dedans. En particulier des personnages pré-tirés. Si vous voulez jouer rapidement, c'est quand même plutôt utile. Alors, le supplément qui clôt la gamme. Donc là, on arrive dans les années 2004. Voilà, donc c'est bien ça, c'est 2004. Je vérifie, mais bon, j'en suis quasiment sûr. Où donc là, toutes les gammes du World of Darkness s'arrêtent, et donc là, on vous décrit le scénario de l'Apocalypse. Donc on vous dit comment terminer, on va dire, la gamme Loup-Garou l'Apocalypse et terminer le jeu d'une certaine manière. Donc on vous offre un scénario apocalyptique, c'est le cas de le dire. Où donc là, les garous vont faire leur dernier combat, leur dernier carré, et tenter de sauver Gaïa en sacrifiant leur existence. C'est beau, c'est beau. Voilà. Donc là, c'est vraiment, si vous voulez clore la gamme. Il n'avait pas été traduit en français, hein, je crois pas. Et donc, voilà. C'est comme pour donc, le supplément GN et le supplément donc, Guerre de l'Ascension pour Mage. C'était la fin de Loup-Garou l'Apocalypse en 2004, qui laissait la place après justement donc à Werewolf The Forsaken pour la nouvelle gamme donc du nouveau monde des ténèbres. Les derniers suppléments que j'ai dans ma besace. Werewolf The Dark Ages, donc la première version qui était parue. Donc parce qu'il y a eu une deuxième version que je vais vous montrer après. C'était un jeu séparé. Donc là, en 1999, on vous proposait un supplément pour pouvoir purement et simplement jouer des loups-garous dans le contexte de Vampire Dark Ages. Voilà, donc il y a tout hein, évidemment pour adapter en fait les vampires à l'époque médiévale. Le premier supplément était vraiment sympa. Je sais que ça m'a permis d'utiliser les garous vraiment à juste titre grâce à ce supplément dans justement ma campagne Vampire Dark Ages où ils restent extrêmement puissants. Hein. Donc voilà, on a toute la description des tribus, version médiévale, etc. Donc on a évidemment certaines tribus qui manquent, hein, puisqu'elles n'existent pas. L'Amérique n'a pas encore été découverte, à part si on considère que les Vikings ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Et donc avec tout le contexte, toute la manière en fait de les inclure justement dans votre chronique à l'époque médiévale. Les suppléments un petit peu, on va dire, cross-class, cross-gamme, Outcast, c'est un supplément du World of Darkness où donc sont décrits dedans à la fois donc les caïtifs pour les vampires, donc les vampires sans clan, les ronins pour les garous, donc les garous sans tribu, sans secte, et les Hollow Ones. Donc c'était un supplément sur tous les parias en fait de chacune des gammes. Mais c'est un supplément, je l'ai mis là-dedans parce qu'il fait vraiment partie de la gamme garou. C'est au niveau de la nomenclature, c'est un supplément de la gamme garou. Voilà, donc c'est si vous voulez vraiment jouer des parias, bon, c'est assez anecdotique. Un supplément assez intéressant pour donner un ennemi, on va dire, ou une autre vision, on va dire, de la gamme Garou, c'est Project Twilight. C'est en fait toutes les organisations gouvernementales qui vont, on va dire, s'intéresser justement au phénomène des êtres surnaturels, donc les vampires, mais aussi les garous, les mages, etc. Et donc on va dire, une description de toutes les agences gouvernementales, vraiment assez ambiance X-Files. Je pense qu'ils avaient surfé à l'époque sur le succès d'X-Files pour 95, c'est bien cela, pour justement sortir ça. C'est plutôt pas mal. Donc avec le logo Year of the Hunter, qui était la série en fait des suppléments, qui était paru dans toutes les gammes, donc aussi bien vampire, loup-garou que mage, pour justement offrir des antagonistes humains intéressants à inclure dans vos campagnes. Mais on pouvait aussi jouer de leur point de vue. C'était une proposition ludique intéressante. Un que j'ai acheté parce que j'ai particulièrement aimé, NJ Yokai, donc c'est tout sur les garous et les êtres surnaturels, donc ce qu'on appelle les chaînes. Et donc voilà, tous les êtres changent forme, mais vu version asiatique. Donc là en particulier plus vu du point de vue, on va dire plus culture japonaise que chinoise d'ailleurs. Et donc
où vous avez la description de tout cela, matinée, on va dire, de toute la mythologie, on va dire, orientale, et c'est plutôt intéressant. Et ça faisait partie justement de la série des suppléments Year of the Lotus, qui était aussi on va dire une gamme qui, elle, s'attachait à décrire des, des suppléments, on va dire, justement, basés sur le folklore asiatique et la zone asiatique pour y jouer. Donc il y en a encore d'autres, hein, d'ailleurs que je ne vous ai pas présentés, qui sont des suppléments en plus, qui sont, on va dire, de diverses gammes. Et c'est assez dur de tout vous montrer, tellement il y en a. Mais je pense que j'en reparlerai de cette gamme quand je ferai une petite vidéo sur Kindred of the East. Je présenterai tous les suppléments vraiment qui sont parus dans cette gamme. Un supplément aussi qui est paru pour la gamme Garou, si je vous jure, Combat. Où là concrètement vous avez un bouquin où c'est que des manœuvres de combat, des règles supplémentaires sur le combat, des manœuvres donc on peut apprendre pour faire, on va dire, de vos combats vraiment c'est carrément on va dire des combats de catch, hein, purement et simplement, donc avec une feuille de manœuvre de combat. C'est utilisable pour tous les systèmes, soit vampire, garou, mage. J'ai eu, on va dire, l'idée d'essayer d'aller piocher, on va dire, de temps en temps ce genre de choses, d'utiliser le système quand le supplément est sorti, juste pour rigoler. Bon, c'est rigolo de 2 minutes, mais bon, ça aide pas trop, quoi. Ouais, il faut quand même dire ce qui est, c'est très... C'est un supplément, on va dire. C'est une chose que vous rajoutez si vous le voulez, si vous voulez vraiment avoir des combats un peu plus cinématiques, des choses un peu plus simulationnistes en termes de combat, mais franchement ça apporte vraiment un côté théâtral et un peu, on va dire, un peu enfin, vous comprenez quoi, la ligue de catch, bof. Et donc, le dernier supplément, qui est un supplément assez sympa, Garou Saga, où là, donc, ce sont des légendes, en fait, de 13 légendes de Garou, en fait, extrêmement importants, qui sont restés dans l'histoire, et dont on vous raconte, en fait, l'histoire, en fait, l'histoire légendaire. Voilà, donc Claytile of the Stargazers, par exemple, il y a donc Shu Horus des Silent Strider, le Kipes des Black Furies, Osin Kailak pour les Fianna, Mokmo pour les Black Spiral Dancer, donc ça veut dire qu'il y a 14. Voilà. Gunnar Draugrbane, c'est dur à dire. Old Eagle des Uktena, etc. Donc là, je pense pas que je vous montrerai, mais en fait, tous ces personnages-là ont fait l'objet de cartes super rares dans le jeu Rage, dans le jeu de cartes de Werewolf. Et donc, voilà, c'était des cartes vraiment particulières qui avaient un aspect, c'était ce qu'on appelle des foils, hein, en fait. Et donc, chacun de ces personnages a fait l'objet d'une carte vraiment très très dure à trouver dans les boosters à partir de là. Donc c'est des histoires qui peuvent évidemment vous inspirer pour des scénarios, mais c'est surtout en fait du background, vraiment pour la beauté du background, hein, pour vous montrer voilà, que les héros légendaires Garou ont eu énormément d'importance évidemment au sein du BG. Voilà, je vois qu'on en est à un petit peu plus d'1h30, c'est pas mal, j'ai quasiment fini. Dark Age Werewolves, donc celui-là je vous le montre, c'était des suppléments. Il y avait eu une gamme, donc ça a été l'unique supplément, d'ailleurs il n'y en a pas eu d'autres, qui vous présentait donc là un jeu. Alors là où autant le supplément que je vous ai montré là, Werewolf Dark Ages, était vraiment un supplément de la gamme Werewolf The Apocalypse pour adapter, comment dire, le loup-garou au contexte médiéval. Là on a vraiment un jeu indépendant. Très dur à trouver en plus, c'est parmi les derniers suppléments qui sont sortis, donc il doit dater de 2004. Donc c'est des suppléments qui sont très très chers. Le plus cher et le plus recherché étant d'ailleurs le Dark Age Phase. Je vous le montre parce que je ferai peut-être une rétrospective, mais celui-là pareil il est quasiment impossible à trouver et il est assez recherché. Donc voilà, il y en a eu un pour Mage aussi, hein, c'est Mage version médiévale. Et à chaque fois c'est vraiment un système revu et corrigé spécifique. Bon là on est quand même dans quelque chose
de très similaire à Werewolf, donc c'est beaucoup plus facile on va dire, de passer de l'un à l'autre. Hein. C'est un jeu indépendant d'une certaine manière, comme on va dire, Vampire Dark Ages, mais on va dire qu'il reste dans l'esprit du jeu d'origine. Là où c'est beaucoup plus différent par rapport à Dark Age Fate et surtout à Mage, où le système de magie est complètement, on va dire, différent. Il a une autre vision, en fait, un autre point de vue sur la magie. Donc voilà, on a donc une autre manière de jouer en fait les loups-garous à l'époque médiévale. Et c'est donc ce supplément-là qui donc voilà, vous est proposé pour là jouer vraiment des loups-garous dans le contexte médiéval plein et entier, si je puis dire. Alors, je terminerai donc par la gamme V20. Donc vous voyez la grosse pavasse. Purée, je vais encore me péter le poignet. Donc avec pareil ces effets donc, sur la couverture qui existaient déjà depuis la première édition. Une tranche donc couleur cuivrée qui est vraiment magnifique. Les signets. Donc on a vraiment, je vous ai montré de toute façon, voilà, le bouquin est en couleur, hein, il est énorme. Il fait donc 550 pages, ce qui est petit hein, par rapport on va dire, à la version de Mage, je me dirais, puisqu'il lui en fait 700 quasiment. Voilà, donc c'est la grosse compile des 3 éditions de Werewolf, disponible en français. Pour ceux qui ont fait la souscription, ils ont eu une version limitée, avec une couverture limitée. Un peu différente de la mienne, je crois, ils n'ont pas fait exactement les mêmes. Je crois que si, hein, ça y ressemble. Il y a eu plusieurs versions. Parce qu'il y a eu des grades supérieurs. Il y a eu une version collector, donc ça c'est une version collector, mais il y a eu une version super collector, je crois, avec une couverture métallique, enfin bon, bref, le truc de malade, où il y avait carrément la griffure qui était, on va dire, faite vraiment dans une page métallique, quoi. C'était assez impressionnant. Il y a eu la même chose pour Mage aussi, hein. Et pas pour Vampire à l'époque. Donc voilà, là, si vraiment vous voulez vous lancer dans Werewolf, vous avez la possibilité de trouver dans votre bonne boutique ce livre-là, bien traduit, assez quand même comasse, hein, faut s'y mettre. Si vous ne connaissez pas du tout Loup-Garou, c'est sûr, voilà, vous pourrez vous y perdre un petit peu, mais ça reste un must si vous voulez arpenter les contrées de Gaïa pour défendre son intégrité en tant que gros poilu. L'écran qu'elle est avec, donc celui-là je crois qu'il existe aussi en français. Il n'est pas d'un énorme intérêt si ce n'est que c'est un écran, parce que bon voilà c'est un panel en fait de tous les dessins des tribus en fait qui ont été posés les uns à côté des autres. Ils ont fait que ça quasiment pour les versions des écrans 20e anniversaire. Je trouve que c'est un peu dommage. Voilà. Mais bon, c'est tout. Il n'y a pas de dessin spécifique. En fait, je trouve du coup que les écrans en fait pour la deuxième édition, puisqu'il y a, je me souviens pas qu'il y ait eu d'écran pour la troisième. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai oublié de vous montrer, puisque j'ai la version collector de la troisième édition de Werewolf. Ah bah, elle est en haut là-haut, donc tant pis. Soit j'ai le temps d'aller vous la chercher, mais il va falloir que je me déplace une grosse pile de bouquins. Sinon, tant pis, je vous la montrerai à un autre moment. Donc, il y avait eu une souscription également donc, pour Changing Breed, qui est paru sous le nom, comme je vous disais tout à l'heure, de Espèces menacées. Donc là, c'est tous les change-formes décrits par le menu. Ceux dont je vous ai parlé, donc, qui sont issus au départ du Player's Guide. Donc là, c'est plus développé, mais également mieux présenté, synthétique. À savoir qu'il y a eu un livre de tribu que je n'ai pas acheté pour chaque change-forme. Il y en a eu un pour chaque, hein, donc voilà. Là, ça commençait à devenir beaucoup. Donc, comme j'ai fait la souscription pour celui-ci, je ne me suis pas embêté à racheter les anciens, même s'ils existent et qu'ils sont trouvables. Hein, mais bon, c'est vous qui voyez si ça vous intéresse. Qu'il y a un type de change-forme en particulier voilà, l'ananassi par exemple, qui donne envie, mais concrètement, quand vous êtes dans sa toile, ça ne doit pas être terrible. Voilà, il y a quand même des illustrations, voilà, par exemple les werecats et les chagarous, avec différentes tribus en fait, c'est des félins, hein, donc voilà. Les corax qui sont plutôt jolis aussi. Voilà. Donc, il y a de belles illustrations, et donc ça c'est si vraiment la thématique vous plaît, mais c'est vraiment un petit point du background, hein, cette histoire de guerre en fait entre
entre les espèces change-forme et les garous est vraiment ancienne. Et donc, voilà. Et donc c'est vraiment un aspect du BG que vous pouvez choisir de complètement occulter si vous le souhaitez, sans problème. Ça ne changera pas votre niveau de jeu. Voilà, l'écran de Changing Brick, que moi je trouve un peu plus joli, même si pareil c'est on va dire un assemblage des dessins à l'intérieur. Et j'avais le dernier supplément pour lequel j'avais souscrit, c'est donc le Pentex, voilà, qui en version collector, où donc vous aviez la description revue et corrigée pour la 20e anniversaire donc de justement en fait c'est le Book of the Weird, hein. Il est indiqué Pentex ici, mais c'est en fait c'est comme si on vous donnait en fait un manuel à l'usage des employés de Pentex, qui est en fait donc le Book of the Weird. Voilà, c'est une manière en fait, une sorte de mise en abîme pour justement vous présenter toutes les factions du verre par l'intermédiaire donc d'un magnifique livre destiné aux employés, d'un livre en fait comment on pourrait appeler ça, d'un document interne si je puis dire de Pentex. Voilà, qui vous présente donc le Yearly Growth and Profit Report. Voilà, c'est le rapport en fait annuel des activités et des profits justement de la corporation. C'est plutôt bien vu. Voilà, donc là pour l'ensemble de la gamme, donc il ne manque que la version collector de Werewolf. Bon, allez, je vais me lever pour vous la montrer. J'en ai normalement pas pour longtemps. Même si, comme je vous dis, il faut que je déplace une grosse pile de bouquins, parce que malheureusement, il n'est pas facilement accessible, mais ça devrait le faire. Voilà, moi pour vous dire qu'il y avait une version limitée qui existait en fait comme pour toutes les 3e éditions. Et c'est vrai que j'ai tendance à l'oublier parce qu'il n'est pas rangé au même endroit. Voilà, donc un coffret, hein, comme pour celui de la 3e édition de Vampire, avec donc un magnifique livre donc, de 3e édition, tranche argentée, couverture effet cuivre. Et là, je commence à ne plus avoir de voix. Sinon, c'est le même contenu, hein, évidemment, au niveau du livre. Et il y avait, comme pour la V20 et la M20, la V3 pardon, et la M3 en version limitée, un livre en fait d'illustration où donc on reprend évidemment tout l'historique en fait des illustrations de la gamme de la gamme Werewolf, voilà, de la même manière que pour les autres éditions, donc avec du noir et blanc, du couleur. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Maintenant que je vous ai montré tout cela, on en est à une belle vidéo qui, voilà, j'ai pas été obligé de la couper en deux, mais au moins, voilà, ça fera la bonne vidéo de la semaine. Donc il y aura une deuxième vidéo, hein, vous verrez, il y a une vidéo qui apparaîtra peut-être de mardi ou jeudi, ça dépend quand je pourrai la tourner. Et donc pour l'instant, vous avez ça à mâcher, c'est le cas de le dire, puisqu'on parle de loup-garou. Et donc j'espère que voilà, cette revue de la gamme vous aura donné envie en tout cas de jouer à Werewolf, qui est un jeu qui est malheureusement pas assez, je pense, maîtrisé dans nos contrées. C'est plus Vampire et Mage, je pense, surtout Vampire, qui ont, on va dire, nos faveurs, alors que pourtant c'est un jeu qui, voilà, il faut passer le côté un petit peu prétendument bourrin et violent qui a l'air qui a l'air de ressortir en tout cas de prime abord, car franchement vous avez la possibilité de vraiment d'avoir un jeu extrêmement intéressant, extrêmement riche, extrêmement différent, avec toutes ces dimensions spirituelles à utiliser, à mettre à profit pour faire des scénarios originaux. Voilà, donc j'espère que vous aurez envie d'y jeter un coup d'œil, envie vous aussi de hurler au clair de lune avec, on va dire, tous vos poils dehors hérissés pour, on va dire, combattre le ver et sauver la Terre des vilains humains qui veulent la corrompre et la détruire. Voilà. C'était donc Magna Magister pour Werewolf the Apocalypse, la gamme complète. A bientôt. Salut, salut.